Donc, je suis bien là, je vous remercie. Et puis, je n'avais pas prévu de commencer comme ça, mais là, je me sens un peu obligée de le faire. D'abord, je suis ravie de la confiance que m'accorde Sylviane Isé et l'ANPEP. Et également, voilà, je trouve extrêmement, enfin, c'est très fort pour moi, en fait, de parler juste après Madame Vèvre-Dourré. Voilà, moi je dis Madame parce que j'ai connu Madame Vèvre-Dourré et que j'ai bénéficié de son enseignement quand j'étais étudiante à l'IFP de la Pitié-Salpêtrière. Voilà, ça a été ma prof de bilan. Et elle m'a appris à peu près tout ce que je sais. Et voilà, donc là, je me dis la boucle est bouclée et je suis assez émue, puisque j'ai bien sûr ses travaux, ses publications, ses recherches, et que je pense que c'est aussi un peu, voilà, grâce au fait que dans ma pratique, j'ai rencontré des enfants HPI et que j'ai été amenée du coup à lire ses travaux et que je trouvais voilà, intéressant et voilà, pour moi voilà, la boucle est bouclée en fait, tout simplement. Et effectivement, je vais vous parler du geste graphique. Alors j'espère que je vais arriver à partager l'écran parce que moi voilà, je travaille, je suis psychomotricienne, je travaille en libéral. J'accueille des enfants, des adolescents et des adultes aussi HPI depuis oh là là, depuis beaucoup trop longtemps, ça doit faire 22 ans maintenant, ce qui ne me rajeunit pas du tout. Et donc, je suis ravie de parler de cette histoire d'écriture parce que c'est quand même un petit peu quelque chose qui revient énormément dans les consultations en libéral. Et je vais profiter d'ailleurs de l'occasion pour essayer un petit peu de... Je vais peut-être démonter certaines idées reçues, ce que j'appelle les idées reçues. Et puis, je suis absolument ravie parce que du coup, en écoutant la conférence précédente, je me rends compte que je m'inscris vraiment en droite ligne. Et effectivement, je vais vous parler de motricité parce que c'est quand même, c'est quand même un petit peu notre cœur de métier. Et le geste graphique est éminemment moteur, l'écriture est mouvement avant tout. Et chez l'enfant HPI, c'est un sujet qui est sensible, je vais dire. Alors, je vais tenter de partager, j'espère que le PowerPoint fonctionne. Si je le retrouve, évidemment. Voilà, parce qu'évidemment, il aurait pu. Voilà. Donc, je vais commencer parce que c'est important, je pense, de commencer comme ça. Je reboucle aussi sur la notion de dysynchronie de Monsieur Terrassier, hein, qui est donc une notion qu'il avait développée il y a quand même un petit moment. Et je vais parler simplement, je ne vais pas vous refaire un exposé sur les dysynchronies, parce que ce n'est pas l'intérêt aujourd'hui. L'intérêt, c'est de parler essentiellement de cette notion de dysynchronie qui parle du décalage supposé chez les enfants HPI entre l'intellect et la motricité, qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations sur le geste graphique et qui rend compte également de l'hétérogénéité des résultats au test de QI, avec notamment un profil qui revient régulièrement, qui est l'ICV supérieur aux autres indices, qui rend compte en général du profil des enfants hétérogènes. Donc évidemment, si je reboucle avec la conférence précédente, nous allons essentiellement parler pour les troubles du geste graphique des enfants avec des profils hétérogènes. Excusez-moi de vous interrompre. Avez-vous partagé votre écran parce qu'on ne voit pas vos diapos? Alors, il faut que vous cliquiez en bas sur votre écran, partager l'écran. Alors, en bas, en bas de l'écran, vous avez la ligne où vous avez votre micro. Oui, partager l'écran et vous sélectionnez votre PowerPoint. Il y a plusieurs images, sélectionnez votre PowerPoint. Et malheureusement, je ne le vois pas. Vous avez fait partager l'écran? Oui, à l'instant. Vous n'avez pas plusieurs cadres qui s'affichent? J'ai plusieurs cadres qui s'affichent, tout à fait. Mais je ne sais pas à quoi ils correspondent. Un des cadres doit être votre PowerPoint, normalement. Il faut l'avoir ouvert avant. Est-ce que vous l'aviez ouvert sur votre ordinateur avant? Est-ce qu'il était ouvert? Je l'ai ouvert et refermé. Maintenant, il faut le garder ouvert. Ah. Sinon, il ne va pas apparaître sur l'écran. Et mince.
On va prendre le temps qu'il faut. Allez. Vous ouvrez d'abord votre fichier. Alors, j'ouvre mon fichier d'abord. Alors, je repars ouvrir mon fichier. Il est ouvert. Voilà. Et bien maintenant, vous pouvez faire partager l'écran. Mais alors là, je n'ai plus. Avec la souris, baladez-vous en bas. Et oui, et là, je ne l'ai pas. Une fois que j'ouvre le PowerPoint, je n'ai plus le partager l'écran. Si, avec la souris, baladez-vous sur le bas de votre écran. Et oui, c'est ce que je fais. Alors. Ouais. Oh, bah alors là, c'est ballot. Parce que j'ai essayé de retourner dans Zoom, mais ça ne fonctionne pas visiblement quand je fais ça. Ah, attendez. Ouais, je puis dire, je crois qu'il y a un seul participant qui peut utiliser son PowerPoint. Et là, peut-être que l'ANPIP a ouvert une image, parce que je vois le logo de l'ANPIP. Peut-être qu'il faut laisser la place multipartage. Normalement, tout le monde peut partager. Et vous avez pas, ça n'apparaît pas votre bande en bas avec le micro? Si, ça je l'ai. Quand j'ai partagé l'écran, je n'ai plus mon PowerPoint. Donc, je suis bien embêtée, en fait. Mais c'est normal, partager l'écran. Vous avez cliqué sur partager l'écran? Oui, ça c'est fait. Vous n'avez pas les petits écrans maintenant qui apparaissent pour choisir votre vignette à vous? Normalement, il y a une fenêtre qui marque « Sélectionner une fenêtre ou une application que vous souhaitez partager ». Quand vous appuyez sur l'écran, sur le partager écran dans Zoom. Oui, ça je l'ai fait. Ça ouvre une fenêtre, sélectionnez une fenêtre ou une application que vous souhaitez partager. Ça, je l'ai. Et là, dans les fenêtres, vous devriez voir le PowerPoint qui est ouvert. Et non, je ne le vois pas, justement. C'est bien le problème. Il est ouvert. Vous l'avez ouvert? Non, je l'ai ouvert. Regardez, s'il y a une vignette au hasard, et s'il y a une vignette, vous ne le reconnaissez pas? Non, je ne reconnais pas. Mais c'est blanc au départ, c'est normal, c'est votre première feuille. Hein. Alors. Essayez, cliquez sur un, puis après vous pouvez départager de toute façon, vous pouvez enlever. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Alors, est-ce que dans la fenêtre, sélectionner une fenêtre ou une application, vous avez le choix entre basique, avancé et fichier en haut? Oui, ça je l'ai. Donc, vous êtes sur basique? Non, oui. Alors, c'est que la fenêtre ne doit pas être ouverte du PowerPoint. Oh, zut. Attendez, j'ai peut-être une solution. Rapide. Laurent, tu peux venir vite? J'arrive pas à ouvrir mon PowerPoint. Il y a des questions là qui circulent, peut-être qu'on peut y répondre. Je vois, si je comprends bien, un enfant HP peut avoir des troubles de dyspraxie. Bah, je pense que voilà, on l'a bien dit qu'en effet, ils peuvent avoir tous les troubles associés. Voilà, l'HP, il est malheureusement pas protégé de tout trouble. Hein, donc tout est possible. Hein. Et il y avait aussi une question que l'on n'a pas abordée, la présence d'un trouble neurodéveloppemental, pardon, excusez-moi, de type dyspraxie ici ou TDAH, peut-elle faire chuter les résultats au WISC, même en ce qui concerne l'ICV? Ben oui, pareil, bien sûr. De la même façon, ça relève de troubles sous-jacents, oui, dans ce domaine-là aussi. Je suis en train de remonter. Et il y avait une autre question. Ah oui, il y avait une question. Alors, c'est Laurence qui posait la question. Donc, finalement, c'est quoi de manière simple un HP? Pas évident si un TDAH repéré. Eh bien, nous sommes en train de faire une thèse dessus. D'accord. On aura la réponse. On ne peut pas encore vous la dévoiler, mais nous avons la réponse. Alors, on prend date pour que vous veniez nous exposer tout cela. Ah, Ah bah voilà. on y est. Allez, super. Bon, d'habitude, on dit quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Je vais dire quel bonheur d'avoir un mari qui travaille avec des ordinateurs. Ça marche aussi. Voilà. Super. Allez, c'est bon. Vraiment, en plus, je l'avais. Effectivement, j'ai voulu. Je pense que je suis allée trop vite, ouvert, refermé, sans m'en rendre compte. Voilà, un petit peu trop rapide. Allez. Ça fait partie. Donc, je vous disais dysynchronie, je parlais du décalage, donc, selon Terrassier, entre l'intellect et la motricité, qui rend compte de l'hétérogénéité des résultats au test de QI, avec notamment des différences de points très significatives entre l'ICV et les autres indices
en général chez les enfants à profil hétérogène. C'est ce que vient de nous dire le professeur Vèvre-Douré. Également, je pense que je voulais vous parler aussi d'une notion que je trouve intéressante, qui est très peu abordée, qui est la dyschronie, qui est aussi une forme de dysynchronie, puisque c'est le rapport au temps qui peut être compliqué et qui est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les enfants HPI, cette problématique de rapport au temps avec des difficultés à estimer les durées et qui peut engendrer derrière des difficultés d'adaptation, que ce soit comportementale ou dans la réalisation de tâches motrices. Évidemment, dans les dysynchronies, on ne peut pas parler de dysynchronie sans parler des troubles 10. Et je mets juste en dessous les troubles neurodéveloppementaux, puisqu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de ces troubles-là, et que les troubles 10, on le sait aujourd'hui, font partie des troubles neurodéveloppementaux. Et que lorsqu'on parle de dysynchronie, on va parler de l'ensemble de ces troubles. Donc, c'était juste pour ouvrir un peu la notion de dysynchronie, pour laquelle, en fait, quelque part, je mets plus l'accent sur le 10, quelque part, avec cette notion de dysynchronie, dyspraxie, 10, tous les 10, et qui rentre dans la grande famille des troubles neurodéveloppementaux. Et je pense que c'est important de le préciser, puisque aujourd'hui, les troubles neurodéveloppementaux rendent compte en fait de troubles qui apparaissent précocement dans l'enfance, qui évoluent jusqu'à l'adolescence et qui regroupent l'ensemble des troubles du développement. Et c'est bien ce dont on parle, c'est des troubles du développement, neurodéveloppement et développement, pour ma part, psychomoteur. Alors, j'ai tenté de faire une petite revue de littérature sur les études qui ont été publiées sur l'écriture des enfants HPI, notamment les troubles de l'écriture. J'en ai trouvé très peu, très peu. Par contre, ce qui est intéressant sur cette revue de littérature, c'est que l'on voit qu'au départ, il y a eu quand même des études assez anciennes, et l'étude la plus récente a déjà 10 ans, et on voit aussi qu'on a des difficultés de recrutement pour ces études, puisqu'on voit que les cohortes sont très petites. Les résultats sont donc peu significatifs. En revanche, ce qui est intéressant, je pense, de retenir, c'est que ces études ont mis en évidence certaines particularités dans l'écriture et dans les troubles de l'écriture des enfants à haut potentiel, et ont permis de mettre en évidence des particularités que je vais détailler un petit peu plus loin. En tout cas, ces études auraient tendance à remettre en cause la notion couramment admise que l'on retrouve comme une sorte de petit proverbe quelque part que j'aime bien remettre en question, qui est la notion de la main va moins vite que le cerveau. Non, on le sait aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas. C'est un peu plus compliqué que ça, en réalité. Donc, petite précision, quand on parle de trouble graphique ou de dysgraphie, on ne le trouve pas dans le DSM-5. Ce n'est pas une entité diagnostique. Ce qui veut dire en fait que ce n'est pas un trouble en soi, ce n'est pas un diagnostic en soi, on ne peut pas être diagnostiqué dysgraphique. Par contre, on peut avoir une dysgraphie associée à des troubles neurodéveloppementaux ou troubles 10, et on trouve fréquemment le trouble graphique ou la dysgraphie dans des diagnostics type TDAH, TDC, trouble développemental des coordinations motrices, dyslexie, etc. Quand je parle trouble développemental des coordinations, avant on parlait de dyspraxie. Donc ce trouble graphique va s'associer. Aujourd'hui, du coup, on n'a pas de diagnostic exact. C'est pourquoi, en fait, j'ai voulu prendre comme définition de la dysgraphie celle qui a été proposée par Jean-Michel Albaret et Régis Sopelsa de Toulouse, qui mentionne donc que la dysgraphie correspond à des réalisations en écriture évaluées par des tests standardisés, passés de façon individuelle, qui mesurent la qualité et la fréquence d'inscription de l'écriture et qui sont nettement au-dessous du niveau escompté compte tenu de l'âge chronologique du sujet,
de son niveau intellectuel, de son niveau de développement psychomoteur général et d'un enseignement approprié à l'âge. Et cela peut se traduire par une écriture lente, illisible, comportant des ratures et des formes de lettres irrégulières et variables, un geste manquant de fluidité et de régularité. On voit bien dans cette proposition de définition de la dysgraphie que très clairement, on a cette notion de développement psychomoteur, on a une notion de décalage des réalisations graphiques par rapport au reste du développement de l'enfant. Et par ailleurs, ces troubles graphiques ou dysgraphie, trouble graphique, donc c'est quand c'est non pathologique, dysgraphie, c'est quand le trouble est avéré et pathologique et a résisté à la rééducation. Donc ces troubles-là ont diverses étiologies. Pour comprendre les étiologies de ces troubles de l'écriture, il est important de revenir sur quelques notions fondamentales autour de l'écriture. D'une part, que l'écriture est un apprentissage, et un apprentissage qui est long puisqu'il commence en classe de CP et que l'écriture va évoluer tout au long de la scolarité de l'enfant jusqu'au lycée. On décrit traditionnellement plusieurs phases de développement de l'écriture qui sont différentes selon l'âge de l'enfant et sa scolarisation. L'écriture, c'est aussi une acquisition qui est marquée par de nombreuses règles. Donc, celle que j'ai appelée la grammaire d'écriture, qui correspond à la grammaire de Lévin, qui rend compte en fait des règles régissant le geste graphique. Petit exemple, un trait commence en haut et finit en bas. Lorsque l'on fait un cercle, on commence en haut à droite et on tourne vers la gauche, qui en fait sont faites pour faciliter le geste graphique. Autre règle inhérente à l'écriture, l'orthographe. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, la notion de codage, c'est-à-dire que l'enfant doit apprendre les formes de lettres et il doit faire un codage entre les phonèmes et les graphèmes. Donc, c'est un apprentissage qui est assez rigoureux quelque part et qui est conditionné par deux types de facteurs. Les facteurs endogènes, ce sont des facteurs propres à l'enfant, et les facteurs endogènes qui sont impactants pour l'écriture ont été identifiés par différentes études, et les facteurs qui ont été retrouvés comme prépondérants sont la dextérité digitale, l'intégration visio-motrice, la vitesse de traitement et l'attention visuelle. Donc cela rend compte évidemment, ils sont classés dans l'ordre, ce qui veut dire en fait que ces études mettent en évidence l'importance de la fonction motrice fine, mais la fonction motrice arrive en premier. Et il y a une étude qui a été publiée en 2012 de Sage, Zesiger et Garrett qui mentionne par ailleurs que le premier critère influençant la vitesse d'écriture chez l'enfant d'âge scolaire est le développement neuromoteur. Donc on voit bien là, on voit bien émerger l'importance de la motricité de l'enfant. L'intégration visio-motrice, ça rend compte de la capacité de l'enfant à reproduire des formes au moyen d'un geste graphique. La vitesse de traitement rend compte de l'indice de vitesse de traitement que l'on observe dans les échelles de Wechsler. Et l'attention visuelle, c'est une fonction exécutive absolument nécessaire à tous les apprentissages. L'écriture, elle est également conditionnée par des facteurs exogènes. Les facteurs exogènes sont les facteurs environnementaux. Un facteur important, c'est la notion d'entraînement. C'est-à-dire que pour pouvoir écrire vite et bien, il faut s'entraîner à écrire régulièrement, ce qui demande un effort et une répétition. Une fois de plus, je reboucle sur la conférence précédente qui mentionnait que dans le développement, dans la trajectoire développementale de l'enfant HPI, il y avait un équipement cérébral et neurologique qui fait que l'enfant a quand même de grandes facilités avec un moindre effort à l'apprentissage. Or, l'apprentissage de l'écriture demande un effort et une répétition de gestes moteurs. L'autre facteur exogène, ce sont les méthodes d'apprentissage de l'écriture. Ça, c'est important aussi. Tous les enfants ne vont pas être réceptifs à la même méthode. Et ça peut caractériser après, ça peut être un facteur qui peut jouer dans l'écriture de l'enfant. Chez l'enfant HPI, on peut rencontrer quelques paradoxes et quelques, justement, des notions
qu'il faut, je pense, un petit peu revoir. Il y a un paradoxe, c'est notamment que on a tendance, aujourd'hui, heureusement, cela est remis en cause, on avait tendance à penser que l'enfant HPI était forcément un enfant brillant. Il se trouve aujourd'hui que l'on sait que l'enfant HPI, on ne peut pas attendre forcément de lui ce qu'on appelle les performances académiques. Il y a quand même une différence de fonctionnement. D'autre part, on a pu penser à un moment que l'enfant HPI, étant en avance pour plein de choses, pouvait aussi être en avance pour l'écriture et pouvait avoir de très bonnes performances, et que simplement, peut-être que c'était un manque d'intérêt pour l'écriture, sauf que non, ce n'est pas simplement un manque d'intérêt ou de motivation. Par contre, un enfant HPI qui a des difficultés en écriture peut se démotiver. Ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre, comme souvent. Les causes fréquentes des troubles de l'écriture chez l'enfant HPI sont en général, peuvent être des troubles moteurs. Ça peut être aussi un trouble orthophonique avec des difficultés d'encodage orthographique et phonologique. C'est ce qu'on retrouve le plus fréquemment dans les étiologies. Et petite idée reçue, il est important de tenir compte des indices au test de QI. Il a été couramment dit et répété que l'indice de vitesse de traitement indiquait s'il était bas qu'il y avait un problème d'écriture. Il n'y a jamais eu de corrélation prouvée entre les deux. L'étude de Liratny, Wagner et Pris s'est d'ailleurs penchée sur ce lien supposé qui a donné lieu pendant très longtemps à l'idée que si l'enfant chutait à l'indice de vitesse de traitement et qu'il avait de mauvais résultats à code et symboles, cela indiquait forcément un trouble de l'écriture. On sait aujourd'hui que cette corrélation n'est pas prouvée et que ce sont d'autres items du test de QI qui sont corrélés de façon significative avec les résultats au test d'écriture standardisé qu'on utilise le plus souvent, qui est le BHK enfant et le BHK ado. Et les items qui sont corrélés sont les items compréhension et vocabulaire et les items cubes pour la vitesse d'écriture. Donc, on démonte un petit peu. Par contre, s'intéresser à l'indice de vitesse de traitement, c'est s'intéresser notamment à la notion d'oculomotricité et de prise d'information visuelle. Il a été également mis en évidence que dans l'écriture, on utilise deux types de stratégies, la stratégie de haut niveau et la stratégie de bas niveau. La stratégie de bas niveau concerne tout l'aspect justement de graphie et de codage dans l'écriture. C'est ce que j'ai coutume d'appeler la chose la moins intéressante auprès des enfants, puisqu'il s'agit simplement de savoir faire correspondre un phonème et un graphème, c'est ce qu'on apprend dans les petites classes, de connaître les formes des lettres et puis d'avoir un geste graphique adapté, selon la classe, bien sûr, de l'enfant. Les stratégies de haut niveau sont celles dans lesquelles les enfants HPI excellent en général. Ce sont les stratégies qui concernent le fait de planifier, réviser un texte. Donc, ça concerne plutôt ce qu'on appelle la production de l'écrit. Et là-dessus, les enfants HPI, en général, ont des textes mieux élaborés, avec un vocabulaire de plus haut niveau, et on retrouve effectivement une avance langagière. Donc, ce qui correspond bien à ce qui a été mis en évidence par l'étude qui est en cours par le professeur Vèvre-Douré et Madame Amdioui, qui indique que les enfants hétérogènes sont en général en avance sur le plan du langage, et on va retrouver ça dans l'élaboration de textes. Par contre, on va retrouver au niveau des stratégies de bas niveau des difficultés. De ce fait, au vu de tout ce que je viens de vous dire, lorsqu'on a un trouble de l'écriture chez l'enfant HPI, eh bien, il est absolument nécessaire et indispensable de croiser les résultats des tests de QI avec d'autres bilans et de bien avoir en tête que le trouble graphique est en principe ce qu'on appelle la partie émergée de l'iceberg. J'emprunte cette expression à Florence Roger, psychomotricienne à Octopus Formation, qui m'a donc très gentiment autorisée à utiliser son expression. Et je pense que cette expression est extrêmement intéressante parce que ça veut bien dire que lorsqu'on voit le trouble graphique, eh bien, il va falloir aller chercher en dessous tout ce qui fait qu'il y a un trouble graphique. Et partie émergée de l'iceberg, 1/10, partie immergée, 9/10, on peut aller chercher. Donc, en dessous, justement,
qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Des troubles moteurs. Ces troubles moteurs pourraient être investigués par un bilan psychomoteur. Évidemment, je prêche pour ma paroisse. Évidemment, on peut aussi faire appel à un ergothérapeute qui est également en capacité de réaliser les tests nécessaires. Simplement, je prêche pour ma paroisse pour une bonne raison, c'est qu'il est absolument primordial d'envisager que la motricité est au cœur de la graphie et de l'écriture. Et donc, le psychomotricien reste le spécialiste de la motricité et du développement moteur de l'enfant. On peut également trouver des troubles du langage, puisqu'il y a cette notion d'orthographe, de règles d'orthographe, de codage phonème-graphème, et donc il serait intéressant de faire des bilans orthophoniques. Et on peut également envisager des troubles de la vue, et dans ce cas, il est important de pouvoir faire une consultation orthoptique neurovisuelle ou ophtalmologique. C'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en évidence tout ce qui va en fait expliquer le trouble graphique de l'enfant. Et toutes ces composantes, en dehors du bilan orthophonique, vont mettre en évidence régulièrement des troubles moteurs. Et dans les troubles de la vue, on peut retrouver les troubles oculomoteurs, bien sûr, avec toutes les notions de balayage, de saccade et de poursuite. Et finalement, on va se retrouver devant deux cas de figure face au trouble graphique de l'enfant HPI, des bilans correctement menés qui peuvent amener un diagnostic de trouble neurodéveloppemental pour lequel, à ce moment-là, il faudra un travail de rééducation spécifique du trouble. Il y a des microphones qu'il faudra couper, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc, à ce moment-là, il y aura un travail de rééducation spécifique, puisqu'à ce moment-là, on ne pourra pas s'intéresser qu'au fait que l'enfant a un trouble de l'écriture et est HPI, puisqu'on ne peut pas dire l'enfant est HPI, donc il a un trouble graphique. Ça serait un raccourci très raccourci qu'il ne faut surtout pas faire, mais il faudra se dire cet enfant HPI est porteur d'un trouble neurodéveloppemental, il a peut-être un TDAH, il a peut-être un TDC, il a peut-être un trouble 10, et à ce moment-là, il va falloir mettre en place des rééducations spécifiques. Une autre donnée, c'est que le bilan peut rendre compte, les bilans effectués rendent compte d'un trouble, pas du dysgraphie, pas d'un TND, mais d'un trouble de l'écriture. À ce moment-là, on peut tomber sur quelque chose qu'il va falloir traiter un petit peu différemment. On peut tomber notamment sur ce qu'on appelle la répugnance à l'écriture, qui est issue d'une classification des dysgraphies, qui est mentionnée exactement comme ça par l'auteur. Il peut y avoir également un trouble émotionnel avec un refus et un blocage de l'écriture. Alors bien sûr, je ne dis pas que la répugnance à l'écriture et le trouble émotionnel sont des causes uniques d'un trouble de l'écriture. Je dis qu'on peut se rendre compte sur un enfant qui aurait un bilan psychomoteur qui rend compte d'aptitudes correctes, cohérentes avec son développement et avec son profil intellectuel. Je dis qu'on peut retrouver ces composantes-là qui rendent compte à ce moment-là de difficultés psychoaffectives qui peuvent s'associer aux difficultés motrices. Je ne dis pas que le bilan ne rend pas compte de troubles, je dis qu'il n'est pas dans la zone pathologique, mais ça n'empêche qu'il peut y avoir des difficultés et celles-ci peuvent s'accompagner du coup d'une répugnance, d'un trouble émotionnel avec un enfant qui refuse et qui bloque. Ça peut être aussi, ça peut être le cas avec un enfant HPI, ce qu'on appelle le rendez-vous manqué, notamment les enfants qui ont fait des sauts de classe, mais pas d'accompagnement sur le plan de l'apprentissage de l'écriture, et pour lesquels, quelque part, je reviens sur ce que disait le professeur Vèvre-Douré, on a quelque part fabriqué un trouble, puisqu'on fait sauter la classe à un enfant parce qu'il est en avance dans certains apprentissages, notamment souvent la lecture, et puis qu'on ne s'est peut-être pas assez penché sur l'écriture et sur sa motricité. Et pourtant, ça reste très important dans le développement d'un enfant. On peut également avoir les troubles toniques et notamment tout ce qui est douleur, qui peut conduire aussi à des dystonies. Et pour ces troubles-là, il faut également prévoir des rééducations. Donc, je présente deux cas. Un cas dans lequel on a vraiment un trouble neurodéveloppemental avéré, avec vraiment un diagnostic et on va mettre en place ce qu'il faut. On peut aussi être sur une difficulté
un trouble dans lequel il va falloir peut-être aller chercher aussi d'autres éléments. Ce qui ne veut pas dire que lorsqu'on a un TND, on ne peut pas avoir un trouble émotionnel associé ou un enfant qui a des troubles de tonique et des douleurs, mais ce n'est pas tout à fait la même façon de le traiter. Et bien sûr, dans ces troubles graphiques, il est important de tenir compte, bien sûr, du fait que les troubles graphiques ne sont pas des troubles, ce sont des troubles qui peuvent concerner tous les enfants, y compris les enfants HPI, mais il y a une coloration spécifique du trouble. J'emprunte ce terme à Mehdi Liratni, qui parle de la coloration HPI, c'est-à-dire que le HPI n'est pas une explication en soi d'un trouble ou d'une difficulté, mais il y a une coloration particulière puisqu'on a un fonctionnement intellectuel particulier. Donc notamment, on a un enfant avec des capacités intellectuelles élevées, notamment sur le plan du langage, et ça en fait des enfants qui sont souvent dans le besoin de comprendre, de verbaliser, d'expliciter, avec lesquels vraiment le langage est un levier important à exploiter. Ce sont des enfants qui sont très efficients dans les stratégies de haut niveau, ce que je vous disais tout à l'heure sur la production de textes. Ce sont des enfants qui sont imaginatifs, créatifs, qui ont beaucoup de vocabulaire, mais ils ont souvent des difficultés donc, dans ce qu'on appelle les stratégies de bas niveau. Et voilà, je suis psychomotricienne, je travaille donc dans les stratégies de bas niveau, mais j'en suis très fière, dans lesquelles on range notamment tout ce qui est moteur, geste graphomoteur, et c'est souvent là qu'est la difficulté. Et finalement, je pense qu'il y a quelque chose à retenir qui est important pour moi, c'est que lorsqu'on va s'occuper d'un enfant HPI avec un trouble graphique, son HPI peut être un atout dans la rééducation puisqu'on va pouvoir utiliser avec lui des méthodes métacognitives, des méthodes centrées sur la tâche avec de l'auto-instruction verbale, avec des techniques comme la coop et des techniques de résolution de problèmes qui vont être extrêmement efficientes avec ces enfants-là, puisqu'on va faire appel à leur langage, à leur raisonnement. Donc, on va aller faire appel pour travailler sur le geste graphique à leurs atouts, quelque part. Donc, quelque part, en conclusion, on va pouvoir dire qu'on est parti de la dysynchronie de M. Jean-Charles Terrassier. On arrive aujourd'hui à la question du trouble 10 et du trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire qu'on sort complètement, à mon sens, de la notion de décalage entre l'intellect et la motricité, mais on va aller sur quelque chose qui s'affine avec l'évolution des connaissances, ce qui est normal d'affiner la notion, où on va pouvoir se rendre compte que si on étudie finement les résultats au test de QI, si on fait les bilans adaptés par rapport à ce que l'on voit dans l'analyse des tests de QI, si les bilans qui suivent sont adaptés par rapport à ce que l'on voit, on va pouvoir mettre en évidence des difficultés motrices, des difficultés praxiques, des difficultés de langage, des difficultés oculomotrices, et on va pouvoir comprendre les causes du trouble graphique et on va pouvoir les traiter correctement selon qu'on identifie un trouble graphique, un trouble 10, un trouble neurodéveloppemental. Et le trouble de l'écriture doit donc être appréhendé dans cette perspective tout à fait globale. Et on ne doit pas s'arrêter à simplement, effectivement, un résultat au test de QI. Il faut aller creuser en dessous. Et aujourd'hui, on a les outils et les professionnels pour ça. Et donc, comme je vous disais, il est important de casser le lien de mon enfant est HPI, donc il écrit mal parce que sa main va plus vite que sa tête. Non, on va chercher pourquoi il y a une difficulté. Et enfin, être haut potentiel, ça ne protège pas, mais ça ne favorise pas non plus l'apparition d'un trouble graphique et ça peut être un atout important. Par contre, effectivement, on peut être HPI et TDC, HPI et TDAH. Et rappelons-nous aussi qu'il y a des HPI homogènes qui n'ont aucun problème, et tant mieux. Je vous remercie de votre attention et je vous prie de m'excuser du coup pour ce petit décalage de temps lié à ma mauvaise utilisation de l'ordinateur. Alors, merci beaucoup, un grand merci. Je crois qu'il y avait une question qui vous était adressée. Peut-être qu'il faut voir. Ça concernait le diagnostic, je crois. Il y a une incompréhension quant au diagnostic. Je ne sais pas. Oui. Peut-être
On va revenir. La question, c'était, pourriez-vous revenir sur la notion de diagnostic? Je comprends qu'il y a une différence entre trouble et pathologie. Merci. Oui, alors quand je parle de, quand en psychomotricité on parle de, enfin dans la sphère paramédicale, quand on parle de diagnostic, généralement on parle du diagnostic médical. Et lorsqu'il y a un diagnostic à faire de trouble neurodéveloppemental ou trouble 10, on s'adresse au médecin. Et donc, si je parle de diagnostic, c'est que je sous-entends que l'enfant a besoin d'être diagnostiqué par un médecin sur un trouble particulier, comme un TDAH, une dyslexie, un TDC. Et dans ce cas-là, je ne suis pas en mesure, moi, de dire que l'enfant est porteur de ce trouble, puisque je contribue seulement au diagnostic. Et effectivement, il y a une différence entre la pathologie et le trouble. Lorsqu'on a une pathologie, on va suspecter par rapport à un croisement de bilan et de résultats, c'est-à-dire que l'hétérogénéité au test de QI amène l'enfant à consulter des professionnels paramédicaux qui vont réaliser des bilans. Dans ces bilans, on a des scores chiffrés et on va suspecter l'existence d'une pathologie si on a des scores qui sont au-delà de 2 déviations standards dans certains tests précis. Et à ce moment-là, on adressera l'enfant au médecin qui sera à même de synthétiser l'ensemble des bilans, de voir les résultats pathologiques et de juger, lui, avec son expérience et ses outils de médecin, d'avérer la pathologie. Et à ce moment-là, on est sur des choses un petit peu différentes, puisqu'on sait que le trouble en général pourra être rééduqué, alors qu'on sait que la pathologie peut résister à la rééducation, mais que dans tous les cas, il faut la tenter. Alors, ça répond partiellement, et je pense totalement à la question de Lionel, qui lui demandait effectivement qui pose le diagnostic, l'ergo, le psychomote, et puis des graphothérapeutes. Effectivement, ça peut être intéressant de faire un point sur ces différents professionnels qui accompagnent nos enfants et pour les parents, c'est un petit peu bonnet blanc et blanc bonnet, alors que ça ne l'est pas du tout. Vous voulez que je précise le rôle de chaque professionnel ? Je pense que ça peut être un éclairage utile pour toutes les familles, oui, pour tous les parents. Le psychomotricien et l'ergothérapeute ont des champs de compétences qui se recoupent. Le psychomotricien est quand même le spécialiste du développement moteur de l'enfant. Donc, c'est vraiment notre spécificité. Et puis, notre autre spécificité, c'est l'évaluation de tout ce qui est tonus. On a une approche très, très globale et on va pouvoir mettre en évidence les causes des troubles graphiques à l'aide de tests standardisés. Les ergothérapeutes ont les mêmes. Après, en France, généralement, comme on a les deux professions, on fait une coordination ergo-psychomote et très souvent, on renvoie vers l'ergothérapeute quand on arrive au terme d'une rééducation et qu'on estime éventuellement qu'on est arrivé au bout de la rééducation, que l'enfant n'a pas atteint le niveau requis, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'écriture fonctionnelle et qu'à ce moment-là, il faut passer sur des aménagements, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur j'essaye de faire progresser l'enfant pour réhomogénéiser le profil, parce que c'est ce qu'on essaye de faire dans les rééducations psychomotrices, évidemment, on essaye sur les profils hétérogènes d'harmoniser les compétences psychomotrices par rapport au QI, à l'indice de compréhension verbale, on essaye d'harmoniser un petit peu les choses. Et si on voit qu'au bout d'un certain temps de rééducation, ça n'a pas progressé suffisamment et qu'on a une souffrance à l'école, à ce moment-là, on va pouvoir en fait orienter l'enfant vers un ergothérapeute qui va pouvoir proposer des aménagements et notamment l'utilisation la plus fréquente, qui est l'utilisation du clavier informatique, de scanettes, etc., d'outils technologiques qui vont faciliter voire pouvoir remplacer par moment le geste graphique si celui-ci ne peut pas être appris par l'enfant, même avec une rééducation appropriée, avec une durée appropriée, tout ce qui s'ensuit. Quant au graphothérapeute, c'est une question un petit peu délicate pour moi. Les graphothérapeutes, contrairement aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens, n'ont pas de diplôme d'État. Ce sont des personnes très souvent qui bénéficient de formations courtes,
par des organismes, certains organismes, et souvent dans ce qu'on appelle des universités libres, des écoles libres, je ne sais plus exactement comment on les notifie. Ce sont des personnes qui sont formées, je crois, pour les formations les plus longues en 3 mois, pour les plus courtes, je crois que ça peut être 3 semaines. Et tout le monde peut accéder à une formation de graphothérapie sur laquelle, très généralement, il y a un apprentissage qui est axé uniquement sur le geste de l'écriture. Donc, il n'y a pas de formation complète il n'y a pas de compétences particulières sur les troubles des apprentissages, ni sur l'évaluation des troubles moteurs, contrairement aux ergothérapeutes et aux psychomotriciens. Et il n'y a pas non plus dans les formations en graphothérapie, comme on n'est pas sur des diplômes d'État, ce n'est pas, on va dire, encadré, ce n'est pas évalué. Donc, c'est un peu, je dirais, ça peut être la loterie. On peut avoir quelqu'un qui est passionné, qui va vraiment se former et être très performant parce qu'il va apprendre beaucoup de choses. On peut tomber sur quelqu'un qui aura eu une petite formation et qui n'aura peut-être pas toutes les compétences requises pour pouvoir correctement évaluer le trouble d'écriture de l'enfant et évaluer la manière de rééduquer ce trouble. Parce que c'est vraiment, la graphothérapie est vraiment centrée sur le geste d'écriture et pas sur les autres composantes. Or, il se trouve que, comme je vous le disais là dans ma présentation, que ce trouble de l'écriture le fait d'apprendre à écrire vite et bien est conditionné par de nombreux facteurs. Il n'y a pas que le fait d'apprendre à écrire, il y a des facteurs moteurs, des facteurs visuomoteurs, il y a des facteurs spatiaux, il y a des facteurs praxiques, et c'est vraiment le travail des psychomotriciens et des ergothérapeutes. Donc il y a une spécificité de travail et d'approche du trouble de l'écriture. Merci pour ces précisions. Je vais juste une dernière question. Les questions sont multiples, mais il faut qu'on garde le temps. En termes de rééducation, vous parlez de stratégies qui utilisent la métacognition, la résolution de problèmes. À quel moment passe-t-on de la rééducation à la compensation? De la rééducation à la compensation. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question. En fait, là, j'ai cité des méthodes de rééducation, puisque pour la rééducation des troubles de l'écriture, il y a certaines méthodes de rééducation qui ont été validées scientifiquement. Il y en a qui ne sont pas validées, et donc j'ai cité les méthodes de rééducation qui sont validées scientifiquement et qui ont de vrais résultats en termes de progression pour l'enfant. Et surtout, j'ai choisi celles qui sont bien investies par les enfants HPI, parce qu'il faut tenir compte de la particularité intellectuelle. En général, l'enfant HPI arrive avec des stratégies de compensation. C'est pour ça que ce sont des enfants qui sont souvent diagnostiqués tardivement, notamment sur des troubles de type dyslexie, dysorthographie, parce qu'ils compensent très bien, puisqu'ils peuvent régulièrement compter sur leur mémoire et aussi sur leur rapidité et sur leur niveau de langage. Donc, ça leur permet de compenser très longtemps. Donc, très souvent, quand on les reçoit, il est important d'aller vraiment chercher le trouble, parce que souvent, l'enfant compense. Et c'est nous qui, avec les bilans standardisés et cotés, pouvons mettre en évidence en fait qu'il y a compensation. Et généralement, la compensation, on la détecte nous parce qu'on se rend compte que l'enfant se fatigue, que l'enfant n'y arrive pas dans le sens où on voit qu'il est dans un état d'épuisement, qu'il est démotivé, qu'il est fatigué, qu'il est dans quelque chose d'un petit peu déprimé parfois par rapport à cette compétence motrice qui résiste, alors que cet enfant, depuis le début de sa vie, est dans une trajectoire développementale où beaucoup de choses sont faciles à apprendre. Généralement, après la rééducation, on dit en général que le trouble de l'écriture peut être, si on a des scores qui restent au-delà de 2 déviations standards,
au bout de 6 mois de rééducation, c'est-à-dire qu'on a un trouble qui résiste. Ce n'est pas tellement qu'on va passer sur la compensation, c'est qu'on va se dire qu'il y a réellement un trouble 10 important et on va partir du coup plutôt sur des aménagements et on va essayer de soulager l'enfant par rapport à ce geste graphique. C'est le temps qui va nous donner un petit peu la marche à suivre pour cet enfant. Bien. Je crois qu'il y a beaucoup de questions, donc on ne pourra pas répondre à toutes. Si vous permettez, un grand merci pour toutes ces choses très importantes. Violaine, si vous permettez que je vous appelle Violaine, j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Donc, je voulais juste dire deux choses qui concernent aussi les professionnels de l'enseignement, de l'apprentissage, etc., à partir de ce que vous avez dit. D'abord, sur cette question de travail sur les stratégies de bas niveau. C'est très important parce que, qu'on soit enseignant ou pas, nous avons tous une tendance à travailler plus facilement sur les hauts niveaux. Or, les bas niveaux, c'est vraiment les pierres de construction, je veux dire les fondements, les fondations de l'apprentissage, etc. Et donc, il faut vraiment porter son propre effort de professionnel aussi là-dessus. Donc, vous avez raison de dire que vous êtes très fiers de travailler sur les processus de bas niveau. Et la deuxième chose qui m'apparaît, moi, à partir de sur la base de ce que vous avez dit, c'est l'importance pour tous les professionnels, enseignants compris et parents compris, des partenariats. C'est-à-dire les partenariats enseignants, psychomotriciens, vous l'avez très bien développé, que ce soit pour l'écriture ou bien d'autres choses aussi. J'ajouterai les ergothérapeutes, surtout qu'ils interviennent aussi dans d'autres domaines qui sont des adaptations techniques, matérielles, donc pour certaines difficultés. J'ajouterai évidemment les orthophonistes lorsqu'il s'agit de problèmes liés à la version linguistique. Bon, je ferai la transition avec notre collègue d'après. Évidemment, ce que vous avez dit sur le fait de prendre en compte les données des résultats psychométriques, c'est-à-dire des quotients, des indices, etc. Donc, les psychologues ont aussi leur place là-dedans. Les médecins scolaires ou les médecins en général ont leur place évidemment là-dedans. Donc, le partenariat aujourd'hui nous semble être vraiment une clé importante du fonctionnement du travail entre différents professionnels, sans être, chacun apporte vraiment une pierre importante. Je rappelle juste pour les professionnels, en fait, que tout cela, quand vous avez parlé du diagnostic, du trouble, etc., les professionnels ne doivent pas oublier que tout cela, aujourd'hui, institutionnellement, passe par ce qu'on appelle la MDPH, donc qui va faire une proposition donc, de suivi, d'accompagnement, etc., dans laquelle l'ensemble des données seront prises en compte pour faire des propositions à l'ensemble des professionnels. Donc, je le rappelle, et ça me permet de rappeler aussi que sur la question des hauts potentiels, ne pas oublier qu'il peut y avoir plein de discussions sur la pertinence ou pas des tests, etc. Mais n'oublions pas qu'institutionnellement, on ne peut pas parler de haut potentiel sans qu'il y ait un bilan officiel, reconnu, valable par des professionnels reconnus, donc pour pouvoir parler de haut potentiel. Donc, ce n'est pas une notion intuitive, c'est une notion qui est fondée sur l'utilisation d'outils professionnels. Donc, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et si vous permettez donc, en vous remerciant encore, simplement, j'ai toujours le PDF, là, le PDF, le PowerPoint devant moi. Donc, c'était très important. Donc, et il y a l'autre version donc, dont nous parlons aujourd'hui, c'est le langage. Le langage et tout ce qui est lié à la problématique du langage oral d'abord, écrit ensuite. Et donc, j'ai toujours l'ensemble de l'écran. Je ne sais pas comment je peux diminuer. Je ne sais pas. Bon, bref. Voilà, moi je suis là. Voilà. Bonjour. Attends, il n'y a pas fini, monsieur. Non, mais c'est parce que je me vois à l'écran. Version de l'orthophonie, hein, donc du langage, très important aussi. Et donc voilà, j'ai le plaisir de vous laisser la parole